Merci à tous d'être venus à cette troisième édition du Cryptosphere Blockchain Summit. Avant de commencer les tables rondes et les workshops, un petit mot de la part du président, Mathias Bougon. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Nickel. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Mathias, je suis le président de l'association Cryptosphere. C'est une association étudiante dans plus de 22 écoles. On est plus d'une centaine de membres dans des écoles de commerce, d'ingénieurs, d'info et universités. Et aujourd'hui, le Cryptosphere Blockchain Summit, c'est notre plus grand projet annuel. En fait, c'est une organisation de plusieurs mois avec des partenaires qui nous soutiennent, qui nous font confiance. D'ailleurs, merci à eux. Je le remercierai après. On va bientôt commencer la table ronde. Sur la journée, on a plein d'activités, donc n'hésitez pas. Nasreddin va vous en présenter quelques-unes. Et sinon, let's go, parce qu'on est un peu en retard, donc on va se dépêcher. Merci. Oui, juste pour faire un petit récap, il y a le programme à l'entrée si besoin, mais effectivement, comme Mathias l'a dit, il y a des tables rondes. En simultané, il y aura aussi des workshops sur différents thèmes. Et après chaque table ronde, il y aura des keynotes et bien sûr des questions-réponses si vous le souhaitez tout au long de la journée. Petite info, lors de la pause déj, il n'y aura pas de nourriture sur le lieu, uniquement des pizzas pour ceux qui seront au workshop. Mais en fin de journée, on aura un cocktail de clôture, donc n'hésitez pas. Et on va commencer la table ronde, la première table ronde de la journée, sur les rencontres des mondes et l'influence institutionnelle sur la DeFi. Merci à nos intervenants d'intervenir sur cette première table ronde et je vous laisse la main. Merci. Tac. Vous pouvez me rejoindre sur scène. Et donc, on va respecter l'agencement. Grégoire, tu es là. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Et encore une fois, donc, The Big Whale est partenaire de l'événement et je suis vraiment très fier qu'on soit associé à cet événement parce que c'est très bien organisé. Il y a, vous allez le voir, des panels de qualité, des intervenants qu'on entend souvent sur ces sujets parce qu'ils sont légitimes. Et donc voilà, aujourd'hui on va démarrer sur un sujet moi, qui me tient particulièrement à cœur, donc qui est celui de l'influence des institutionnels sur la DeFi. Il y a 3 semaines, j'étais au Digital Asset Summit à Londres, donc qui est un événement dédié à la TradFi et justement à la DeFi. Et effectivement, c'est intéressant de parler de ce sujet parce qu'on le voit bien, il y a eu plusieurs annonces récemment concernant BlackRock et on va en parler. Il y a aussi des banques qui travaillent de plus en plus sur ces sujets. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un mouvement à ce niveau-là. Et donc, on a jugé bon de réunir des experts du sujet pour voir dans quelle mesure la TradFi, parce qu'on parle d'influence institutionnelle, mais je pense que c'est une manière assez intelligente, voire peut-être polie, finalement de parler de la finance traditionnelle, même si évidemment dans les institutions il y a aussi le régulateur, on en parlait juste avant. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc aujourd'hui sur cette table ronde, donc, nous avons Estelle Baudry de Lubac. Je vais vous laisser après chacun dire un petit mot sur ce que vous faites respectivement. J'ai Grégoire Ray de KPMG, également Philippe Radaeli de Kaiko et Anne-Sophie Cissé de Flowdesk. Peut-être première question pour vous, Estelle, parce que finalement c'est vous qui représentez le mieux sur cette table ronde ce monde institutionnel, cette finance traditionnelle. C'est vrai qu'avant même de parler d'influence, il faut déjà qu'on se parle. Et est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui la finance traditionnelle parle tant que cela à tout ce qui est finance décentralisée? Alors merci de m'avoir invitée. Donc déjà, je me présente, je suis Estelle Baudry, je suis responsable du développement commercial pour la Banque de Lubac. Je suis en charge d'un réseau de chargés d'affaires entreprises, de méthodes très traditionnelles, et je suis en charge également du développement de l'offre de vente qui nous est ici présentée, qui est donc l'environnement crypto. Alors, d'une manière générale, avec mon expérience de banque corporate, puisque je n'ai qu'une expérience de banque corporate en banque systémique et en banque régionale, en effet, le monde de la DeFi et le monde de la finance traditionnelle a eu peu d'occasions d'échanger. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu une force très importante d'envie d'intégrer les services qui étaient proposés, ou en tout cas en développement, par un certain nombre d'écosystèmes autour de l'édition, par exemple, des logiciels.
Mais précisément, depuis l'enregistrement PSAN de la Banque de Lubac, nous avons une identification de type Purple Co qui nous permet de discuter avec ces acteurs de la DeFi et d'intégrer des prestations de services que ne peuvent pas ou ne veulent pas, pour diverses raisons stratégiques, intégrer auprès de... Parce qu'effectivement, bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent de Lubac, mais c'est vrai que vous faites partie quand même des acteurs financiers, notamment bancaires, qui sont les plus actifs, si ce n'est peut-être le plus actif en France. Oui, voilà, c'est un écosystème qui se développe énormément depuis les obligations réglementaires qui s'imposent à tous les services offerts à la crypto de type exchange, conservation entre autres, qui donc depuis 2022, nous sommes la seule banque française qui est enregistrée PSAN, nous permet d'onboarder tous les acteurs de la DeFi. Il y a quand même Société Générale, il y en a quand même quelques-unes qui sont... Oui. Ils ont même l'agrément. Oui, je suis d'accord, mais en tout cas, les services ne sont pas les mêmes. Donc à ce jour, opérationnellement, lorsque vous avez besoin d'ouvrir une entreprise et de faire fonctionner votre modèle économique, donc de faire rentrer des fonds, de faire sortir des fonds, l'expérience client la plus aboutie à ce jour est encore la nôtre. Alors c'est un marché extrêmement mouvant sur lequel il faut être très attentif et en effet être ouvert justement à l'expérience attendue. Mais c'est un marché en effet de niche, toujours. Qui intéresse à la fois les opérateurs domestiques, donc tous les acteurs de la DeFi en France et en Europe avec le passeport européen, puisque c'est un marché très réglementé par l'AMF en l'occurrence, et l'ESMA qui supervise l'ensemble au niveau européen. Mais nous avons également beaucoup d'intérêt auprès d'opérateurs étrangers. La spécificité de la Banque de Lubac est une banque qui a 100 ans. Nous ne sommes pas une néobanque, en quelque sorte. Nous avons une banque traditionnelle qui offre les mêmes services de banque historiquement. La particularité, c'est que depuis 2022, nous sommes un acteur absolument innovant. Et alors, c'est vrai que bon, vous travaillez avec toute la palette des acteurs crypto. Finalement, sur la DeFi, est-ce que vous avez, je sais pas, soit en interne une expertise, c'est-à-dire que est-ce que vous testez des protocoles? Est-ce que vous-même, vous avez peut-être des fonds ou des clients qui touchent directement ces sujets? Ou finalement, vous êtes encore sur peut-être des startups qui ont plutôt de la trésorerie en crypto? En fait, on s'adresse essentiellement à un écosystème qui est en développement lui-même. Donc, les besoins essentiels sont des besoins transactionnels, de base, servir le client sur sa transaction en elle-même, qu'elle soit fiat ou à destination d'une plateforme. Les services transactionnels, ce sont des compétences qui sont acquises par la banque. Les développements à venir sont nombreux, bien évidemment. Le service en banque corporate, c'est un service de banque de réseau, donc du front office, avec une mutation des services et des compétences. On a besoin de former les équipes, on a besoin d'avoir des outils, des API qui fonctionnent, qui soient stables. Donc le développement de l'offre est en cours et les services rendus auprès de cet écosystème sont en développement. Ouais. Ok. Et alors, là, je me tourne vers toi, Grégoire. Avant juste de présenter en 30 secondes, finalement, ça fait des années que tu suis ces sujets, un peu plus de 2 ans chez KPMG. Les acteurs financiers, qu'est-ce qui les intéresse? Je pense notamment peut-être aux banques, aux fonds d'investissement. Qu'est-ce qui les intéresse dans la DeFi? Ouais, merci Raphaël, merci CryptoSphere pour l'organisation de cet événement. Je suis Grégoire Ray, je suis manager dans l'équipe blockchain et crypto de KPMG et on accompagne notamment les institutions financières dans tous les sujets liés à la tokenisation et à la custody qui sont un peu les axes majeurs de développement aujourd'hui pour les institutions financières en France en tout cas. En ce qui concerne l'intérêt que portent les institutions financières à la DeFi, en fait, si on recontextualise un petit peu, pour mettre un peu en perspective, aujourd'hui, le sujet numéro 1 dans les banques, aujourd'hui, c'est la tokenisation. Pour eux, c'est un peu le endgame, c'est le marché qui va devenir ultra global. On parle de 16-17 000 milliards de dollars à horizon 2030. La crypto, c'est, en tout cas en France, encore au niveau des institutions financières, un thème qui est peu abordé et qui est même banni par certaines banques encore. Ce n'est pas le cas de Lubac en tout cas, et donc c'est super pour ça. Mais l'intérêt institutionnel pour la DeFi, qui reste totalement embryonnaire aujourd'hui, comparé à la crypto et à la tokenisation, il remonte finalement à, on va dire, 2020, je dirais. C'est là où il y a vraiment eu un shift entre un marché qui était purement retail, en fait, de sa création jusqu'à 2020. Et à partir de 2020, on a vu les institutionnels commencer à s'intéresser à la DeFi. Pourquoi? Parce que ça coïncidait avec des taux de marché, enfin des taux de rendement qui étaient extrêmement bas
Et les institutionnels ont commencé à regarder du côté de la DeFi et à regarder des taux qu'ils pouvaient proposer. Quand on arrive à 10, 15, 20%. 10, 15, 20%, bon, ça peut aussi poser des questions. Il y a des protocoles qui sont d'ailleurs pas remis. Mais du coup, effectivement, donc les institutionnels ont commencé à s'intéresser à la DeFi à partir de ce moment-là. Et depuis 2020-2021, on a un intérêt qui grandit. Mais le rendement, aujourd'hui, on le retrouve, parce que les taux sont remontés depuis, donc on le retrouve désormais dans la finance traditionnelle. Et donc, en fait, ce qui a pris un peu le dessus, désormais, c'est l'aspect tokenisation, donc tokeniser des actifs financiers traditionnels pour les mettre on-chain. Et ça, c'est ce qui finalement intéresse et c'est ce qui fait l'objet des différentes expérimentations qu'on a pu voir de la part des banques françaises, notamment, qui pour le coup sont assez à la pointe sur ce sujet, hein, BNP, SOG, etc. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, donc je pense que c'est vraiment... Mais qui ne servent pas encore le marché retail. Qui n'adressent pas le... C'est vraiment ça dont il s'agit. Oui. Hein. C'est vraiment la maturité Oui. dans le modèle économique de chacun, de tout à chacun, quand on est un entrepreneur. Oui. C'est Effectivement. l'application. Et c'est dommage aujourd'hui, je pense, de ne pas servir le marché retail, dans le sens où aujourd'hui, il y a 12% des Français qui ont des cryptos. C'est un Français sur 8, c'est beaucoup. Oui, puis Et on a le donc- e-commerce avec les stablecoins, Absolument. avec un marché considérable, Ouais. des applications possibles. Absolument. Donc, on va dire, en tout cas, tu me demandais si c'était le rendement ou plus la liquidité ou autre chose. Moi, je pense que c'est vraiment le côté innovation financière qui attire dans la DeFi. C'est ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire via les rails traditionnels par lesquels communiquent et utilisent, en tout cas, les banques. Et aujourd'hui, finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de BlackRock dans son fonds Beedle, alors qui est plutôt de la tokenisation là, de dollars sur Ethereum. Finalement, on en parlait beaucoup en Europe. Est-ce que les choses sont en train de s'accélérer aux États-Unis plus qu'en Europe? Enfin, je veux dire, comment tu vois les choses à ce niveau-là? En fait, je pense que les États-Unis, ils ont commencé notamment sur la crypto, contrairement à la France. Ils ont commencé par la crypto. Si on prend les 2 meilleurs élèves de la classe dans le monde, je pense qu'on peut dire que c'est clairement BlackRock et aussi Fidelity, donc l'asset manager aux États-Unis. Fidelity, ils minent du Bitcoin depuis 2014. Ils ont une équipe de 700 personnes qui sont dédiées à la branche Digital Assets aux US. Et BlackRock, ils proposent en fait des cryptos au retail, donc c'est intéressant. Et BlackRock, ils se sont notamment positionnés sur la crypto à travers leur plateforme d'asset management Aladdin, où ils proposent de l'exposition Bitcoin Spot aux institutionnels, avec Coinbase en custodian. Et en fait, ça, c'est un marché, la crypto, qui est quand même assez mature, relativement mature, attention, hein, mais au regard du reste, au regard de la tokenisation et au regard de la DeFi. En fait, avec la crypto, aujourd'hui, c'est un marché avec lequel on peut générer des profits. Et nous, ce qu'on entend en tout cas de ces acteurs-là, avec lesquels on échange, c'est qu'en fait, ils réutilisent l'argent qu'ils génèrent via les services crypto pour ensuite aller développer des services plus liés à la tokenisation. Et en fait, c'est la feuille de route que suit BlackRock. Ce qui est plutôt vertueux. Ouais. Enfin... Oui, parce que le ROI sur la tokenisation aujourd'hui, il est un peu plus dur à chercher, un peu plus dur à trouver, un peu plus dur à estimer. Alors que sur la crypto, en fait, c'est assez simple finalement. Et alors justement, Philippe, donc chez Kaiko, vous avez quand même une vue assez intéressante. Et d'ailleurs, c'est la même chose du côté de Flowdesk, du marché, grâce à la data. Quelle dynamique vous observez concernant justement les acteurs plus institutionnels sur la DeFi? Est-ce qu'on voit vraiment une accélération? Enfin, est-ce qu'on peut avoir un petit panorama du marché à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour le panel. Comme il faut qu'on se présente, moi je m'appelle Philippe Redaïli, j'ai un passé très institutionnel parce que j'ai rédigé des règles de marché, j'étais au comité de direction de bourse réglementée par l'AMF et la Banque de France. Donc, et la DeFi, avant... Donc vous êtes vraiment encanaillé en fait ces dernières années? C'est un autre débat. Moi, je considère que non. Je pense qu'on est au début d'une longue histoire, que toutes ces questions-là ne seront plus d'actualité dans quelques années. Et c'est justement par là que je voulais commencer très rapidement de te répondre, pour faire quelques distinctions. Dans la DeFi, bon, déjà, dans DeFi, il y a la décentralisation de la gouvernance, c'est une chose, qui est une proposition, ça émane de là. Et il y a le mécanisme de finance décentralisée proprement dit, qu'on appelle souvent AMM, pour Automatic Market Model, quoi. Donc, il y a deux choses différentes. On peut très bien avoir de la DeFi centralisée, entre guillemets. Un acteur peut lancer une plateforme avec un AMM qui tourne tout seul, ce qui permettra de décentraliser les interventions
d'achat et de vente sur une plateforme par rapport à une bourse. Ce qui plaît d'ailleurs aux banques. Enfin, je veux dire, la Et ce qui possibilité plaît aux banques. Et donc, je rejoins Grégoire. Quand on tokenise ou quand on a envie de tokeniser, vous regardez les Anglais, ils ont déjà ça en tête. La tokenisation d'un bond, la fédération bancaire anglaise prend comme exemple, une fois que c'est tokenisé, on met un liquidity pool. Et c'est ça qui simplifie, en plus du registre. Donc, la DeFi, il y a la DeFi dans la crypto. Il y a demain la DeFi dans les actifs traditionnels. Il y a des bourses européennes régulées par l'ESMA, que je ne citerai pas parce qu'on est en NDA, de deuxième, voire plus petit ordre, qui réfléchissent à de la DeFi sur des actions. Donc, il y a DeFi dans la crypto, DeFi demain dans les actifs traditionnels. Il y a gouvernance et infrastructure de marché. Et ça m'amène à la réponse. Aujourd'hui, Kaiko, c'est un fournisseur de données. J'expliquais tout à l'heure. Imaginez, vous voulez intervenir sur une Peugeot, vous avez besoin du prix et des volumes, vous allez sur Yahoo Finance. Bon, ça, c'est le produit, la data. Mais vous voulez faire en gros, donc vous le cherchez chez Bloomberg, parce que vous avez une API et vous récupérez des grosses quantités de données. Kaiko fournit ce genre de données en grosse quantité à des institutionnels. On a 250 clients partout dans le monde. La moitié du chiffre d'affaires est aux US et le reste réparti. Et sur 250 clients, on a 98 comptes qui récupèrent de la donnée DeFi. Et parmi ces comptes, ça reflète l'état du marché, c'est-à-dire que les institutionnels ne sont pas actifs aujourd'hui sur la DeFi pour des raisons réglementaires, notamment liées au fait qu'on peut être amené à interagir, à transacter avec des acteurs interdits, par exemple sanctionnés, ce qui est un problème, mais ça les intéresse. Donc ils regardent pour savoir comment ça fonctionne, parce que demain, il y aura d'autres actifs dessus. Demain, la crypto sera peut-être réglementée, ou en tout cas, il y aura peut-être un cadre réglementaire, donc ils regardent. Ce qui fait que nos principaux clients sur la DeFi sont des régulateurs, que je n'ai pas le droit de citer, mais que tout le monde connaît, en Europe et ailleurs. Ce sont des universités de premier plan, que j'ai le droit de citer. Donc le MIT, par exemple, ce sont des banques plutôt dans leur département de recherche, des très grosses banques qui cherchent à comprendre comment fonctionne ce mécanisme, un peu comme quand il y a eu la digitalisation des bourses, quand c'était au Palais Brognard. Bah, tout d'un coup, il y a des mécanismes nouveaux. Je balance un gros ordre, comment ça marche. Voilà, il faut comprendre. Et on a une petite partie, puis après j'ai fini, qui sont des acteurs qu'on pourrait qualifier d'institutionnels, mais dont la réglementation applicable leur permet d'intervenir, type asset manager un peu exotique, ou dans des juridictions un peu plus permissives, des hedge funds, des liquidity providers, etc. Voilà un peu la panoplie. Et donc, en miroir, on n'a pas encore les grandes banques institutionnelles françaises, parce qu'elles n'ont pas encore d'activité opérationnelle sur la DeFi. Mais alors justement, je vais rebondir sur un point que tu as abordé, et merci effectivement pour la précision, sur notamment le fait qu'on puisse avoir une DeFi qui soit centralisée, et typiquement, sans rentrer dans les détails, mais ce que MorphoBlue permet de faire potentiellement avec effectivement une pool dédiée et contrôlée par un seul acteur centralisé, ce qui plaît aux banques, est-ce que finalement, et pour rentrer dans le dur du sujet, est-ce que l'influence de la finance traditionnelle, en fait, elle ne se constate pas aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on voit bien que la DeFi pense de plus en plus ses produits aussi en fonction de l'évolution des marchés et en espérant faire venir à elle finalement tous les acteurs plus traditionnels. Là-dessus, Anne-Sophie. Déjà, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Anne-Sophie Cissé, je suis Head of Legal et Compliance de Flodesk. Donc Flodesk, c'est un market maker. Le market maker, c'est ce qu'on appelle la tenue de marché. À chaque fois, à tout moment, je vais pouvoir acheter ou vendre des tokens. Notre métier, ça va être d'apporter soit la liquidité ou gérer la liquidité pour les clients de manière à être sûr que toutes les plateformes sont alimentées et que les prix sont cohérents entre les unes et les autres. C'est notre cœur de métier. On a une grosse activité d'OTC aussi. Donc c'est un broker, hein, on est broker OTC. On a des gros clients dont on peut parler puisque c'est public, notamment Grayscale aux États-Unis et en France, on travaille avec Société Générale Forge. Mais nous, on est vraiment crypto-native. On a travaillé essentiellement pour des petits tokens, des petites market cap. C'est comme ça que s'est construit Flodesk parce qu'on a identifié un besoin. Et pour rebondir donc sur la question, pour moi,
il y avait beaucoup de besoins en crypto, notamment sur la liquidité, comme dans tout ce qui est peu traité. En fait, il y a de la liquidité. C'est juste que c'est explosé parmi des milliers de tokens. Alors que si on regarde la finance traditionnelle, finalement, on a les large caps qui emportent toute la liquidité et il ne se passe rien sur les mid et small caps. Donc, ce que vient faire la DeFi, c'est aussi permettre qu'on traite plus équitablement l'ensemble des actifs, même si à la base, ce sont des petites capitalisations. Donc Flodesk a identifié ce besoin de market making. On a développé une plateforme, on a développé un outil pour pouvoir se connecter à des centaines d'exchanges et assurer la liquidité de nos clients. Et par-dessus, effectivement, on a vu qu'il y avait des besoins OTC, puisque de plus en plus, le monde est perméable. On passe de la crypto à la TradFi. Peut-être préciser pour ceux qui ne savent pas OTC. C'est over the counter, donc ça signifie, nous on adresse essentiellement des clients qui ont soit des high net worth individuals, ce sont les seuls particuliers que l'on va faire, ou alors essentiellement des hedge funds, des banques, etc. Et donc c'est l'achat-vente de crypto-actifs. On le fait de crypto à crypto et on va le faire aussi également de crypto à fiat. Donc et les banques, jusque-là, alors de l'UBAC a commencé et on voit que ça commence à arriver, mais ils ne permettaient pas cette passerelle. À chaque fois, je pense que tous ceux qui ont des cryptos, à chaque fois qu'on a voulu faire des mouvements entre les exchanges et nos comptes perso, ça bloquait. Et donc, je vous laisse imaginer quand on est une entreprise et qu'on a besoin de faire des millions, clairement, personne ne le permettait. Donc aujourd'hui, on s'équipe, nous aussi, avec des partenaires. On est toujours en recherche de partenaires dans la TradFi et dans la crypto, parce qu'on va avoir besoin de liquidité des deux côtés. Et vous voyez, le besoin, finalement, c'est ça, hein, c'est faciliter. C'est comme ça qu'on voit notre métier. On est des facilitateurs du passage d'un monde vers l'autre. Mais quand même, pour revenir sur ma première question, finalement, on voit que les choses s'organisent et que ça ressemble, alors on n'a pas la même terminologie, mais que, je veux dire, data provider, on voit des banques, on voit des market makers, moi, ça fait 10 ans que je suis journaliste. J'ai commencé sur les marchés financiers traditionnels. Je pense que si on pousse la logique un peu plus loin, on va vraiment finir par en fait recomposer totalement le modèle financier traditionnel, mais peut-être avec justement de nouveaux acteurs là-dessus. Est-ce qu'encore une fois, ça n'est pas là qu'on constate en fait la plus grosse influence de la finance traditionnelle? Et finalement, est-ce une bonne chose de peut-être calquer totalement l'organisation de la DeFi sur celle de la finance traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui? Pour moi, les influences sont vraiment multiples. La DeFi se professionnalise et une fois, c'est exactement ça. On l'a vu chez les market makers, par exemple. On a vu qu'il y avait un besoin de liquidité. Et les market makers sont allés apporter la liquidité, mais ils ont fait beaucoup de profit aussi au passage. Maintenant, la réglementation est arrivée. La réglementation va me bloquer. Je ne peux plus avoir mes conflits d'intérêts que je multiplie dans tous les sens, etc. Mon régulateur, puisqu'on est enregistré également en France en tant que PSAN, il ne me le permet pas. Directement, il m'a dit, il faut que tu mettes en place les politiques quand il n'y a plus de marché, il faut que tu mettes en place la gestion des conflits d'intérêts. C'est pas évident pour une boîte crypto. Ça demande un arsenal juridique, ça demande de la conformité et c'est des postes de coût. Et quand on est une petite entreprise, on est tous tournés vers le profit à la base. Donc, pour moi, effectivement, nous, on s'est professionnalisé aussi. Et nos concurrents ont dû se professionnaliser également puisqu'on est tous exposés à la réglementation, on n'a pas le choix. Et c'est aussi la condition de la passerelle vers le monde traditionnel. Les banques refuseraient de travailler avec nous si jamais on ne respectait pas leur code non plus. Oui, en fait, les contraintes de notre modèle historique, qui sont quand même prégnants depuis de nombreuses années, sont issues bien évidemment de la montée en régulation. Enfin, l'AMF a été créée, je crois, en 2003. La crise économique, la crise institutionnelle 2008, Bitcoin 2009. Il y a eu un événement quand même quand on tire le fil de l'histoire et qu'on refait le rétro-planning de l'ensemble, l'objectif, c'est pas en effet que la DeFi ressemble à la TradFi. Enfin, on est en train de faire une mutation qui va générer quelque chose de nouveau, à la fois pour nous et pour, en effet, la DeFi. J'allais dire, oui, je suis d'accord. Le vrai changement, en fait, je pense qu'on va répliquer le type d'acteurs qui opèrent dans la finance traditionnelle dans la DeFi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le vrai changement, il est infrastructurel. En fait, c'est l'infrastructure sur laquelle on va opérer, Ethereum ou autre, qui va en fait permettre d'avoir une infrastructure unique sur laquelle vont circuler des actifs qui sont complètement différents, que ce soit du cash, que ce soit des actions tokenisées, que ce soit des actifs cryptonatifs, etc. Et c'est cette infrastructure-là qui va changer et permettre en fait de débloquer tout un nombre de cas d'usage. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Et alors, question pas facile, mais on en est où aujourd'hui de cette transition? Je veux dire, on est au tout début, on avance bien
Non, je pense qu'on est encore au début de l'histoire. Tu l'as dit, Bitcoin, ça a 15 ans. Ethereum, c'est 2015, ça a moins de 10 ans. On est encore au début de l'histoire. Je pense qu'on est en train de bâtir des fondations assez solides avec le cadre réglementaire qui arrive, MiCA. Ça, c'était un prérequis essentiel, en tout cas pour les acteurs traditionnels, pour se positionner, en tout cas en Europe. C'est un peu différent aux États-Unis. Mais déjà, ce cadre réglementaire arrive. On connaît les règles du jeu. Les acteurs financiers traditionnels vont pouvoir se positionner. En tout cas, sur la partie tokenisation, avec notamment, ça concerne plus MiFID, et la partie crypto qui sera encadrée par MiCA. La DeFi, c'est pas encore encadré, en tout cas au niveau européen, c'est en dehors du périmètre d'application. Et donc là-dessus, c'est encore plus expérimental. Mais je pense qu'on est encore, en tout cas, au début de ça. Ce qui est assez intéressant, justement, c'est la différence de culture entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, lorsque j'ai un doute, je le tente, j'y vais. En France, on demande l'autorisation. Je le vois chez Flodesk, que j'ai été parmi les premiers salariés, et c'est rare de voir un juriste ou un compliance officer arriver aussi rapidement. Et pour nous, parce qu'on est vraiment français, c'est notre ADN, et on va demander la permission avant de faire, alors qu'aux États-Unis, ils ont fait. Ils se sont plantés pour certains. Ouais. Alors, on va débattre. Ouais. Mais il y a une capacité dans l'esprit français qui est reconnue en Europe, et c'est une des raisons pour laquelle la France a un rôle même international important. Il y a un esprit de système. Et donc, ça ralentit au début, ça amortit quand même le choc, notamment pour les populations les plus faibles, parce que le résultat aux États-Unis est quand même assez délicat à appréhender pour un esprit français, de pas... Et donc ça peut-être limite un peu la vitesse et l'ampleur, mais c'est plus inclusif, quoi. Moi, je vais prendre deux exemples très concrets. Comment on va protéger l'investisseur individuel ? Moi, j'ai pas envie qu'il y ait un abruti qui dise à ma maman mère, de placer toutes ses économies puis qu'il n'y ait plus rien. Et un autre objectif réglementaire, parce que quand on dit réglementation, c'est pourquoi ? Comment on s'assure que les marchés soient efficients ? Alors, ce n'est pas que le fonctionnement du marché, ce qui marche bien, mais c'est aussi les grands équilibres. C'est-à-dire, si tout d'un coup, il y a une partie de l'épargne qui sort des banques massivement, comment on fait pour financer des usines, quoi ? Alors, est-ce que la DeFi a une proposition pour le financement des infrastructures qui nous permettent de fabriquer des voitures et de manger tous les jours ? Aujourd'hui, non. Et les seuls endroits qui prennent ces objectifs-là en compte sont la réglementation, quoi. Et alors, une image à l'inverse d'influence de la DeFi dans la finance traditionnelle, je vais être très visuel. Prenons WhatsApp. WhatsApp, c'est décentralisé. Et là, je réponds à ta question tout à l'heure. WhatsApp, c'est hyper décentralisé. Mais si je fais un groupe WhatsApp pour préparer le panel, et que c'est toi qui le fais, et c'est toi qui l'administre, c'est hyper centralisé. Moi, si tu peux me virer du groupe comme ça, j'ai rien à dire, quoi. Il n'y a pas plus centralisé que ça. Donc, cette notion de centralisé, décentralisé, moi, je suis persuadé qu'elle va s'estomper. D'ailleurs, c'est l'infrastructure, comme dirait Grégory, qui va évoluer, qui va permettre de manière décentralisée d'avoir des lieux d'échange qui correspondent plus à l'organisation de la société d'aujourd'hui, où on va vers... tu parles à Cryptown, on va pouvoir financer les PME, tu as un Flodesk qui apporte de la liquidité sur des actifs plus petits, etc. Mais c'est quand même, tu as des doses de centralisation dedans. Mais alors justement, en l'occurrence, Grégory, il est chez De Big Well, et Grégoire, il est chez KPMG. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Moi aussi, je m'appelle Grégory, donc franchement, il n'y a pas de... Pardon, toutes mes excuses. Je confonds les prénoms de mes enfants, quoi. Non, mais juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on parle de décentralisation, mais finalement, et tu as commencé à en parler, mais un peu inversé. Le propos, c'est qu'on parle de l'influence finalement de la finance traditionnelle sur la DeFi, mais est-ce que la principale influence peut-être de la DeFi sur le monde plus traditionnel, c'est cette histoire de transparence? C'est vrai que certains disent que finalement, finance décentralisée, pourquoi pas, mais surtout, ça apporte plus de transparence sur le modèle financier. Oui, alors après, la transparence, c'est très bien. C'est vrai que c'est absolument indispensable dans certains moments de la vie, et notamment dans le circuit financier. Mais il y a quand même une activité nous sommes soumis au secret bancaire. Il y a des choses qui sont limites aussi dans l'idylle de la transparence. Donc là aussi, il faut identifier à quel moment les choses doivent être transparentes et à quel moment les choses doivent pouvoir être conservées aussi, parce que c'est un métier, je pense, au post-marché notamment.
Il y a énormément d'acteurs où en effet il y a du travail probablement d'optimisation à faire, mais il y a des activités très classiques, patrimoniales, où en effet, bon, après on parle de tokenisation, mais il y a plein de choses sur lesquelles la transparence n'est pas forcément un enjeu. La sécurité du porteur de l'actif est essentielle. Après, la réglementation, bien évidemment. Et les whales, en fait, sont en train de s'institutionnaliser. Ils essayent d'échapper à cette transparence, ne serait-ce que pour un risque physique. C'est-à-dire, tu te fais kidnapper comme dans les années 70, on te coupe le doigt pour récupérer tes 24 mots. C'est compliqué. Donc, la vie va les amener à ça. De toute façon. Et alors, une autre question, moi je pose la question, il y a des juristes dans la salle, qui a lu la page 124 des termes de Google? Bon, alors il y a des chercheurs en je ne sais pas quelle discipline scientifique qui expliquent que c'est comme les ordaliers, les trucs du Moyen-Âge. C'est-à-dire il y a une transparence affichée, on vous fait cliquer, mais de fait, c'est intransparent. Donc c'est un débat qui est plus compliqué qu'il n'en a l'air. Ce que j'aime beaucoup personnellement avec la DeFi, surtout dans le métier de la compliance, c'est notre métier a énormément changé. Aujourd'hui, être compliance officer, c'est pas du tout comme ce que l'on faisait en banque. Mes compliance officers, ils ouvrent des comptes sur des protocoles, ils vont se connecter à tout ce qui est possible pour aller voir à l'intérieur du projet qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce que nous, on va aider à financer. À quoi on participe et à quel écosystème. Et j'aime bien cette idée de groupe. Hein. Pour nous, c'est ça. On fait partie de plein de petits groupes qui sont, eux, parfois décentralisés ou pas. Et le rôle de la conformité, c'est d'aller rechercher l'information. Et cette information, ce que j'apprécie énormément, ce que l'on ne voit pas encore vraiment chez les banques, il y a beaucoup de bruit autour de la transparence, notamment même au niveau bancaire. Hein. On les a vus être condamnés année après année, et puis ils se relèvent toujours, ils sont toujours là, alors que nous, on se fait condamner, et puis on sait que demain, c'est fini. Et donc, la crypto, ça ne pardonne pas, parce que sur Twitter, sur Reddit, etc., sur toutes les plateformes, et The Big Whale, on peut en être témoin, hein, clairement, on voit que chaque utilisateur a son mot à dire, et moi, ça a une influence aussi dans mon appréciation de mon risque. Je prends en compte tout le bruit, et je suis obligée de prendre en compte ce bruit, parce qu'effectivement, trouver l'information, ce n'est pas un monde d'entre-soi, c'est un monde très décentralisé et on compte sur chaque utilisateur pour être aussi responsable et participer à cet effort collectif. Et j'aime bien cet esprit de la collectivité de la crypto. On participe tous à atteindre un but commun. C'est assez chouette. C'est Proudhon, je crois, d'ailleurs, après Karl Marx. Exactement, voilà. Et alors donc effectivement donc professionnalisation, peut-être bon la réglementation vous en avez parlé. Quels sont les autres j'allais dire domaines où la finance traditionnelle a une influence sur la DeFi, peut-être les profils, enfin je sais pas le type de projet, des choses comme ça. Alors je pense les rôles, tu l'as cité, parce que en fait dans DeFi il y a faille et on réinvente pas le monde quoi. Donc un client c'est un client, il a besoin d'argent, il doit placer. Quelqu'un qui est spécialiste, c'est un spécialiste. Il y a des rôles, comme dans un hôpital. Il y a des rôles, des objectifs réglementaires, la protection, l'épargne, la liquidité, etc. Et puis une technicité aussi. Et là c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de points de rencontre, parce que ces gens de la DeFi qui ne viennent pas de la finance dite traditionnelle ont une technicité extrême. Parfois boomerang, parce que parfois le un peu truc, trop. Je fais ça contre la crise de 2008, et puis je te mets le truc staké dans le machin, puis je fractionne, etc. C'est ça, puissance 10. Mais il y a une technicité qui va bousculer le système financier traditionnel, que ce soit les acteurs ou les infrastructures de marché, à des vitesses plus ou moins grandes, et qui apporte de l'innovation. Et là, pour moi, je trouve que c'est le point d'échange le plus pertinent, quoi. Et c'est une innovation forcée au départ. C'est comme ça que l'industrie classique l'a ressenti, expérimenté aussi avec des forceps. Moi, je viens du réseau, j'ai toujours travaillé là-dedans, donc il y a eu beaucoup de souffrance. Quantité de travail colossale. Hein. L'application principale, ça a été les KYC, qui étaient quand même super légers il y a encore 20 ans. Quand on ouvrait des comptes... C'était quand même assez limite. Maintenant, c'est beaucoup plus poussé. Donc, le KYC, le KYT, donc tout ce qui est transactionnel, a été depuis Sapin 2. Enfin, on progresse. Enfin, en fait, l'économie DeFi est très novatrice et nouvelle aussi dans sa maturité, mais la finance traditionnelle, elle aussi, dans l'application de ses propres obligations réglementaires qui s'accumulent entre guillemets chaque année, ou en tout cas qui sont révisées chaque année auprès des industries que je représente.
doivent aussi faire preuve d'acculturation. Donc il y a besoin de formation des équipes en permanence et de nouveaux profils. Et finalement, est-ce que vous pensez que ces deux mondes vont fusionner ou finalement on aura deux univers qui vont, de manière parallèle, s'auto-alimenter ou Je pense qu'à terme, ça va fusionner. En fait, là, même si le marché DeFi aujourd'hui est encore embryonnaire, on le disait, à terme, je pense que quand les institutions financières vont s'emparer du domaine, quand le cadre réglementaire sera là, c'est comme ce qu'on voit aujourd'hui avec les cryptos qui sont un peu plus encadrés, l'arrivée des ETF. En fait, tout ça, ça s'institutionnalise. La tokenisation, ça va être la même chose. La DeFi, ça va être la même chose. Mais ce que je souhaiterais que l'on conserve de tout ça, c'est cette vélocité dans l'innovation, en fait, qui est permise via le fait que finalement tout ça soit open source et qu'on puisse aller copier-coller du code, le déployer, l'améliorer, l'auditer, en pouvoir en connaître les vulnérabilités potentielles. Et ça, c'est super intéressant parce que le fait que tout ce monde-là soit ouvert, ça permet une grande transparence et ça permet d'innover bien plus rapidement finalement que dans le monde traditionnel. Après, de notre côté, on voit quand même qu'il y a une rupture. J'ai des acteurs qui cherchent à être régulés aujourd'hui et j'ai une bonne partie qui cherche à ne pas l'être. Comment est-ce que je peux ouvrir aujourd'hui une entreprise crypto avec la réglementation que j'ai actuellement? Si je lance une activité, je ne peux pas embaucher un compliance officer. Enfin, moi-même, j'en ai conscience. Je n'ai pas les moyens. Et il faut être, enfin, je veux développer mon projet et je vais me concentrer sur le développement. Donc, effectivement, je vais me mettre dans un pays où il n'y aura pas de réglementation. En mettant trop de réglementation, et pourtant, je suis vraiment pro-réglementation, c'est mon métier. Mais en mettant trop de réglementation, notamment sur ceux qui innovent, ça va freiner nécessairement dans nos pays cette capacité à se remettre en question tout le temps. Je ne vois pas un même coin être traité sur la même plateforme qu'une action Apple. Ouais. Et justement, ce sera ma dernière question avant qu'on prenne les questions de la salle. Là-dessus, depuis 2008, je pense que l'univers bancaire, notamment, a été peut-être celui qui était le plus régulé sur la planète. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ça? Ouais, alors, ça peut se discuter, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de régulation. Est-ce que finalement, ça n'est pas ça peut-être la principale entre guillemets menace, comme tu viens de l'aborder sur la DeFi, c'est peut-être une surrégulation qui fait que aujourd'hui, on parle beaucoup du shadow banking, qui est donc tout l'univers des hedge funds, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout régulés comme système bancaire. Est-ce que finalement la DeFi ne prend pas un peu le risque, enfin, personne ne le veut, mais voilà, de se faire en fait surréguler, de devenir, j'allais dire, moins efficace, moins véloce? Mais c'est compliqué, hein, parce que l'éthos de la DeFi, c'est Anonymous, quoi, anti-2008. Le résultat de la DeFi, c'est ça, puissance 10, 20, 30, je vous assure. C'est hyper complexe. Les seuls qui sont capables d'intervenir en DeFi sont des pros. Voilà. Les autres, tout le monde se fait rincer, quoi. Donc, le résultat des courses, c'est hyper complexe. Donc, est-ce qu'on peut résoudre un problème financier mondial en mettant le problème x10? La réponse, c'est non. Donc, or, est-ce que collectivement, il y a des endroits où les acteurs de la DeFi discutent de ces sujets-là? Là, on est forcé de constater que certains le font, mais de façon forcément parcellaire, quoi. Donc il y a quand même des enjeux très forts, parce que la technologie, elle est extrêmement puissante, et il ne faudrait pas qu'on ait un résultat des courses comme dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, on fait Facebook pour être un copain après, et puis on se retrouve avec... on vient de comprendre, là je discutais avec quelqu'un du Conseil d'État hier, il disait, on vient de... Enfin, c'est peut-être de comprendre la dynamique exacte dans les émeutes récentes de la géolocalisation par les réseaux sociaux et du fait que les émeutiers avaient toujours un temps d'avance sur le GIGN, les services, etc. Donc il y a des dynamiques qui sont créées, il ne faudrait pas faire l'apprenti sorcier. Si on laisse... Il vaut mieux, à mon sens, mais c'est pour le débat, payer le prix d'un petit frein à l'innovation ponctuel qui va toucher quelques entrepreneurs, plutôt que de laisser un système se développer sans qu'on ne puisse vraiment anticiper toutes les conséquences sur l'équilibre de la société. Donc il y a quand même un enjeu, quoi. Alors, désolé, mais justement, à la limite, si quelqu'un n'est pas d'accord avec Philippe, on va passer... Il faut bien lancer le débat. Voilà, exactement, aux questions de la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Monsieur au milieu. David.
C'est une excellente question. Alors, je dirais que il y a eu aux États-Unis, ils ont du lobbyisme. Le lobby, c'est très particulier, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre culture. Plutôt que de dire qu'il y a une évolution avec le régulateur, je dirais plutôt qu'il y a des lobbies qui agissent sur le législateur. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Moi, je discute avec une autorité qui a son indépendance, qui est autonome qui est force de proposition. L'AMF a fait un travail extraordinaire, il faut rendre à César ce qui lui revient. Quand nous, on a demandé notre enregistrement, ça a été extrêmement rapide. En 3 mois, c'était fait. Une fois qu'on apporte la bonne documentation, comme il la demande, et qu'on fait les efforts qu'il faut faire, ça peut aller très vite. Et je sais qu'on est une anomalie, mais nous, ça a très très bien fonctionné. Et en plus, c'était aussi pour moi, on va être tout à fait transparent, hein. Je sais que mes concurrents, ils ont une barrière à l'entrée, c'est la mienne. Il faut qu'ils soient au moins aussi bons que moi en matière de réglementation, sinon ils ne rentrent pas. Et ce partenariat qu'on a eu avec l'AMF, avec la CPR, on a eu des discussions parfois un peu qu'on trouvait un petit peu anciennes sur quel est le rôle d'une adresse IP, par exemple. C'est vraiment, on est au balbutiement de la digitalisation. Et donc, mais ils ont écouté. Ils ont écouté. C'est quelque chose que la SEC a pas beaucoup fait. Et la SEC directement intervient par sanction. On l'a dit aux États-Unis, eux, ils achètent la réglementation par les sanctions. Donc on paye notre régulateur, on paye le régulateur américain parce qu'on a été sanctionné et voilà, il faut avancer comme ça. Donc vraiment, je crois que et moi de ce que je vois, l'innovation aux États-Unis est très différente de l'innovation ici. Les seuls qui demandent l'autorisation, ce sont ceux qui sont déjà régulés. Peut-être pour rebondir, l'enregistrement PSAN, c'est une chose. Demain, il va falloir l'agrément. Il y a, je crois, 110 acteurs qui sont enregistrés PSAN en France aujourd'hui. Quand on regarde ce qu'il faut faire pour être enregistré PSAN, c'est relativement simple et c'est relativement accessible. Ouais. Et par contre, l'agrément, c'est un autre débat. Il faut avoir des pratiques de cybersécurité assez pointues. Il faut avoir un contrôle interne en place. Ça a un coût assez massif. Ça avait été chiffré, je crois, à peu près, si vous voulez être agréé PSAN, c'est entre 500 000, exactement, 500 000 euros. Pour un acteur qui essaye de tester la valeur de son projet, pour pouvoir opérer, c'est un coût qui est conséquent. Donc les barrières à l'innovation, elles sont là, et c'est peut-être là où le régulateur pose quelques contraintes. Ça, c'est clair et net, ça va avantager les gros acteurs qui ont les moyens de le faire. Ça, c'est la première chose. Aux États-Unis, si on regarde, donc, en fait, les acteurs crypto, ils ont une épée de Damoclès constante au-dessus de la tête. On l'a vu là avec Uniswap cette semaine. Ils ont pris une notice de la SEC. Ils vont être assignés en justice, ils ne savent toujours pas pourquoi. Et voilà, et ils vont devoir mener un combat juridique. Ils ne sont pas habitués à ça, etc. Donc il y a une bataille judiciaire qui s'annonce, et ça, je pense que ça peut aussi créer une contrainte d'ailleurs avec les institutions financières qui voient la SEC venir taper sur Uniswap, qui est le protocole DeFi le plus utilisé dans le monde, se dire oula, attention, la SEC leur tombe dessus, on va peut-être pas toucher la DeFi pour l'instant, parce qu'on attend de voir ce qu'il en est. Que l'on dit sur les Américains, c'est que, notamment sur les banques, on l'a vu, hein, ceux qui ont eu les plus grosses amendes, c'était les étrangers. Les Américains sont aussi en train de construire leur système DeFi. Et pour imposer leur système DeFi, il faut aussi détruire ce qui ne l'est pas. Non, c'est clair. Une autre question. Ah, monsieur là-bas. Merci. Alors, donc moi, je travaille chez Algorand, mais c'est pas pour ça que je pose la question. Niveau régulation, donc Philippe a dit que des gens au MIT étaient dans les petits papiers avec, je sais pas si c'est le gouvernement ou la SEC, etc., au niveau de... Non, je crois que c'est juste qu'ils sont clients de Kaiko. Non, j'ai juste dit qu'ils sont clients. Juste clients, mais s'ils sont un des clients, peut-être qu'ils ont un intérêt particulier à être un de vos clients, je ne sais pas. Ils ont un intérêt de recherche. Il y a un départ. D'abord, le MIT, c'est très gros. Ils font de la recherche. C'est comme à Saclay, quoi, si tu veux. C'est pas vous, pardon. Tout le monde se dit tu. Donc non, c'est de la recherche. Ils font de la recherche sur alors je sais plus quel est leur cas d'usage, mais eux ils regardent les microstructures de marché, enfin des trucs comme ça. Comment se comportent des actifs financiers dans des infrastructures nouvelles. Quels sont les volumes, ils publient, ils font de la recherche, quoi. Okay. Il n'y a pas de... alors, ma question elle est un peu plus vague. Donc, on a parlé des ETF de BlackRock, etc. Le potentiel futur ETF Ethereum qui peut potentiellement arriver. Et on a vu ce petit problème de meme coins qui ont été envoyés sur les adresses Ethereum.
D'un point de vue régulation, je suppose que ça pose un problème de recevoir des choses sur une adresse. Je ne sais pas comment c'est vu du côté français ou du côté américain, si vous avez un retour sur ça. Et si ça peut poser un problème d'un point de vue français, si on a la même chose qui arrive, on ouvre une adresse Ethereum, on reçoit des choses qui ne sont pas voulues dans le portefeuille. Est-ce que le problème va être réglé au niveau régulation en mode on ne va pas considérer ce qui arrive qui n'a pas été désiré, ou est-ce que ça doit être résolu au niveau blockchain en utilisant une blockchain qui va interdire de recevoir ce qu'on n'a pas autorisé en amont? Et vous répondez en 2 minutes. Hein. C'est un vrai sujet technique, on l'a tous. Quand j'analyse un portefeuille, j'ai un outil qui va me dire effectivement si j'ai interagi avec des choses avec lesquelles je n'aurais pas dû interagir. Mais on le sait très bien, aujourd'hui, les plus grosses blockchains ne me permettent pas de refuser une transaction. Donc elle m'est imposée. Ça passe, moi, par énormément de documentation. Si je reçois des tokens que je ne devrais pas recevoir, déjà, je vais faire mes déclarations parce que je n'ai pas le choix. Ensuite, je vais donc documenter, je vais faire des rapports, etc. Donc d'abord, on va signaler auprès du régulateur, je fais mes rapports moi en interne et mon adresse, effectivement, va être polluée. Et à chaque fois que j'interagirai avec cette adresse, je devrais justifier de ce qui s'est passé. Moi, je peux le faire parce que, effectivement, j'ai les moyens d'eux. Pour un particulier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc clairement, il va falloir aussi que le régulateur s'équipe. Et là, on a énormément d'enjeux, nous, sur notre régulateur. Et il va falloir qu'ils aient beaucoup plus de monde qu'ils n'ont aujourd'hui. Parce que je vais être... Normalement, quand je reçois des cryptos après 2025, si je reçois des cryptos qui viennent d'un ledger, je dois le déclarer. Et ça veut dire qu'il va falloir que mon régulateur soit capable de traiter. Alors chez moi, vu les volumes qu'a un market maker, il faut qu'il soit prêt, mon régulateur, hein, parce qu'il ne va pas être en mesure de traiter toutes mes demandes. Sachant qu'ils sont 6 ou 7 pour gérer tout ça. Oui, mais dans le rapport de la Cour des comptes de l'automne dernier, une des 6 recommandations est de développer un outil souverain de lutte contre ces sujets-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de capacité à traiter ça, mais le sujet est pris. Après, j'allais dire, c'est un truc de boulevard, quoi. Ça existe depuis des années. Hein. Tu es avec ta femme sur le boulevard. Enfin, c'est un truc de scénario de théâtre de boulevard. T'en as un autre qui dit « Ah, Philippe, comment tu vas ?» Tu dis « Je ne le connais pas, lui, mais d'où il sort, quoi. » Donc, c'est des vieux sujets qu'il faut traiter de façon nouvelle, quoi. Et ça justifie des fonctions de compliance, ça justifie peut-être effectivement une barrière à l'entrée. Sans quoi, on ne peut pas traiter ça, quoi. Donc pour revenir au retour d'expérience, en fait, ça ressemble tout à fait à ce qu'on doit, nous, appliquer en tant que banque, hein, sur les gels des avoirs, puisque les sanctions, quand on fait du trading, quand on fait des opérations avec des global opérateurs industriels, financiers, etc., qui ont des entreprises partout dans le monde, qui font circuler leurs flux financiers ou leurs flux économiques, de l'UBAC, on sait quelque chose, parce qu'on a aussi une activité de niche dans ce domaine. Bien évidemment, lorsque les fonds arrivent, quel que soit si c'est des fonds fiat ou une problématique sur une adresse IP avec un problème sur un whitelist, enfin on ne peut pas whitelister, et donc en effet, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans les flux fiat classiques, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On fait un gel d'avoir si la personne est sanctionnée. Donc les obligations de sanction primaires et secondaires s'appliquent. Donc c'est une compétence technique interne à l'entreprise qui doit appliquer ces obligations-là. Et puis aussi, bien évidemment, des diligences à appliquer auprès de tous les intervenants autour de ce flux. Donc le gel d'avoir, c'est quoi? On gèle, on déclare. Donc oui, c'est processé en interne des équipes, staffées, reportées. Donc ça, c'est de l'argent. C'est de l'obligation, c'est de la sécurité pour tout le monde. Ce qu'on doit tous se préserver, c'est la confiance. Hein. Sinon, on se met dedans tout seul. Non, merci beaucoup. Allez, encore 2-3 minutes, parce qu'on avait démarré en retard. Une dernière question. Oui. Bien fort. Ouais, juste peut-être avec le micro, peut-être avec le... Bonjour à tous, merci pour ces échanges. David Servet d'XRPL Commons. On connaît tous Moody's, une des agences de notation. Ce serait quoi pour vous le Moody's de la DeFi de demain? Moody's. D'ailleurs, ils le font déjà. Rajiv Barma, Moody's, à New York. Moi, je le croise en conférence depuis 2 ans tout le temps. Il commence à noter, il commence à réfléchir sur... tu as l'actif qui représente... Il y a des écarts de valorisation qui sont liés à la représentation par un token. Est-ce que le token circule sur telle ou telle blockchain? Est-ce qu'il circule dans tel ou tel protocole Donc, ils sont dessus. Donc, la réponse, c'est Moody's, plus, probablement comme Vigeo à mon époque. Je ne sais pas s'il y a des acteurs aujourd'hui de la notation, mais ça reste très niche.
Il y a peut-être quelque chose à faire en France. Hein, Non, mais carrément. On le voit en landing. Aujourd'hui, quand on va sur les plateformes de landing, notamment quand on est un professionnel, on est obligé de passer les mêmes checks qu'en banque. Donc, je dois montrer ma solidité financière et je vais avoir un rating. Et mon rating va me permettre d'emprunter ou pas. On n'est plus dans la vague où on prêtait alors que personne ne me connaissait et on était prêt à me prêter des millions. C'est fini. Maintenant, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Juste, alors pour le coup, moi, à titre perso, j'aimerais bien qu'on voit aussi émerger justement des acteurs de rating, mais plus décentralisés, enfin, c'est-à-dire qu'avec une approche un peu plus communautaire. Parce qu'effectivement, Moody's fait du très bon boulot, mais on l'a quand même vu aussi, crise des subprimes, enfin, je veux dire, tout le monde était noté, c'était extraordinaire, et finalement, ça a été une catastrophe. Donc c'est vrai que peut-être qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait dans la DeFi, dans l'univers Web3, pour se dire que quelque chose de plus décentralisé à ce niveau-là, avec une notation, enfin, je veux dire, même, on pourrait tous noter des projets, ça aurait peut-être du sens. Mais alors, Raphaël, il faut le construire. Parce que ça corrige un centralisme, mais ça introduit des nouvelles dynamiques. Si tu as les dynamiques de réseaux sociaux avec des influenceurs, des machins dans la note, on introduit un biais. Comment il est pensé? Est-ce qu'on est équipé pour penser finalement les réseaux sociaux de la finance? Ça serait un excellent sujet qu'on pourrait traiter, je sais pas, l'année prochaine ou une autre table ronde. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à leur poser des questions et à les applaudir. Voilà.